All right, Pamela, here's what we know. This is a big win for President Trump because he has been railing against the so-called nationwide injunctions. This is the power of a single judge to block an executive order for the entire country. And this case came up as a result of multiple challenges to his effort to limit birthright citizenship through an executive order. Now, here it appears that the justices. Une chose incroyable vient de se produire devant les caméras. Et personne n'était préparé à cela. L'un des 9 ministres les plus puissants de la Cour suprême des États-Unis s'est simplement levé et a quitté un événement en direct après avoir entendu Donald Trump attaquer directement la Constitution américaine. C'est vrai. Un juge de la Cour suprême, quelqu'un qui représente le plus haut pilier du système juridique du pays, a quitté les lieux sans dire un mot, comme si ce geste en soi était un cri. Un avertissement très grave que les fondements de la démocratie sont en train d'être détruits sous nos yeux. Ce n'était pas une fuite en coulisses, ni une rumeur lancée. Cela s'est produit en public, devant des témoins, avec des caméras qui ont tout enregistré. Et maintenant, toute la communauté juridique, les spécialistes de la Constitution, les historiens, tous sont en état d'alerte maximale. Nous assistons en temps réel à ce qui pourrait être l'effondrement institutionnel le plus grave de l'histoire récente des États-Unis. Et selon la façon dont chaque camp interprète ce moment, nous sommes face à un tournant décisif. Pour certains, Trump a finalement franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Pour d'autres, il ne fait que réagir à un système pourri qui tente de le renverser à tout prix. Mais la vérité est que quelle que soit votre opinion politique, ce qui est en jeu ici n'est plus une élection, un programme gouvernemental ou un débat idéologique. Ce qui est en jeu, c'est le concept même de démocratie constitutionnelle. L'idée que personne n'est au-dessus des lois, pas même le président. C'est pourquoi vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que vous méritez de savoir ce qui se passe réellement, loin des filtres des médias traditionnels et des distorsions partisanes. Si vous en avez assez des gros titres superficiels, si vous voulez voir au-delà de ce que montrent les journaux télévisés, si vous voulez comprendre comment ces décisions affectent directement votre vie, votre liberté et l'avenir de vos enfants, alors vous êtes au bon endroit. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette histoire qui s'écrit actuellement sous nos yeux. Nous continuerons ici à enquêter, à traduire les coulisses, à vous montrer ce que personne d'autre n'ose dire. Maintenant, accrochez-vous, car ce qui va suivre est tout simplement historique. Tout a commencé lorsque Trump a participé à un événement public et, comme d'habitude, s'est complètement écarté du script pour exprimer ses opinions les plus enflammées. Mais cette fois-ci, il ne s'en est pas pris uniquement à ses adversaires politiques ou à la presse. Il s'en est pris au cœur même du système démocratique, la Constitution des États-Unis. Trump a déclaré sans détour que son autorité présidentielle serait au-dessus de la loi et au-dessus du pouvoir des juges. Et ce n'était pas en termes hypothétiques, ni dans le cadre de discussions théoriques. Il a été direct, explicite, comme s'il réécrivait les règles du jeu devant tout le monde. À ce moment-là, l'un des ministres présents s'est levé et est sorti. Il n'a rien dit. Il n'a pas fait de scandale. Il s'est simplement retiré, et ce geste solitaire avait un poids. Les juges de la Cour suprême n'agissent pas ainsi. Ils évitent de s'impliquer dans des disputes politiques. Ils se tiennent à l'écart des controverses publiques. Quand l'un d'entre eux décide de faire une protestation de cette ampleur, c'est parce que quelque chose de très grave est en train de se passer. Puis vint la confirmation. Le président de la Cour suprême lui-même, John Roberts, qui s'exprime rarement sur la politique, a publié une note publique réfutant Trump. Il a déclaré, dans le langage froid et légaliste typique de la Cour, que la destitution ne peut être utilisée comme punition pour désaccord avec des décisions judiciaires. C'était un message direct, une tentative de préserver l'intégrité institutionnelle au milieu du chaos croissant. Mais Trump n'a pas reculé. Au contraire, il a intensifié ses attaques. Il a traité le juge James Boasberg de lunatique et a publiquement demandé sa destitution.
Boasberg est le magistrat chargé de plusieurs affaires liées aux politiques de Trump. En d'autres termes, au lieu d'accepter sa défaite judiciaire et de suivre les voies légales prévues par la Constitution, Trump a préféré démoraliser le juge et demander sa destitution. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Cela enfreint les principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs. Nous sommes à seulement 9 mois du début du second mandat de Trump et nous voyons déjà des ministres de la Cour suprême abandonner des événements. Le président de la Cour publier des alertes publiques et un président qui semble croire que le fait d'être en fonction lui confère des pouvoirs absolus. Lors d'une des audiences les plus tendues, le juge Boasberg aurait déclaré devant les avocats de Trump quelque chose comme « Nous nous en moquons, nous ferons ce qui est juste », en réponse à la thèse selon laquelle le président ne pouvait pas être contrôlé. Cette phrase a suscité encore plus de controverses, les alliés de Trump affirmant qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre au président. Mais ce que Boasberg faisait en réalité, c'était défendre le principe selon lequel aucune autorité ne peut échapper au contrôle judiciaire. C'est le fondement même du système démocratique. C'est pour cela que le pouvoir judiciaire existe, pour contenir les abus, pour garantir que même le président ne puisse dépasser les limites de la loi. Mais aujourd'hui, ce conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est en train de se transformer en un séisme institutionnel. Les experts en droit constitutionnel qualifient les attaques de Trump d'insultes directes aux normes les plus fondamentales du système juridique américain. Et tout cela se produit alors que plusieurs affaires impliquant l'utilisation du pouvoir exécutif par Trump sont portées devant la Cour suprême. Des affaires concernant les droits de douane, l'utilisation des pouvoirs d'urgence, la citoyenneté par naissance, les expulsions massives. Dans chacune d'elles, la Cour doit décider si le président dispose d'une autorité illimitée ou si les freins et contrepoids ont encore un sens. Trump, quant à lui, indique clairement qu'il n'accepte aucune limite. Il veut gouverner sans opposition, sans contrôle, sans restriction. Il veut que les juges se contentent d'entériner ses décisions, et s'ils ne le font pas, il passe à l'attaque. Ce comportement n'est pas seulement un affront technique à la Constitution. C'est un défi direct à la survie du modèle républicain. Car si le pouvoir judiciaire ne peut plus limiter le pouvoir exécutif, que reste-t-il ? Une véritable démocratie ou une façade pour l'autoritarisme. Ce à quoi nous assistons est peut-être la partie la plus dangereuse de toute cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de Trump, il s'agit du précédent qu'il est en train de créer. Si un président peut insulter les juges, ne pas respecter les décisions et se déclarer immunisé contre toute surveillance, qu'est-ce qui empêcherait le prochain dirigeant, qu'il soit démocrate ou républicain, de faire de même ? Et si tout cela est accepté par la population, les médias, le Congrès, alors il ne reste plus de système. Il ne restera que la volonté de ceux qui sont au pouvoir. C'est pourquoi cette vidéo est si importante, parce que vous devez voir au-delà de la polarisation. Vous devez comprendre que la crise qui se déroule actuellement ne menace pas seulement une élection ou un parti. Elle menace les fondements même du pays. Et il n'y a qu'une seule façon d'y faire face. Avec de l'information, de la conscience et du courage. Restez avec nous. Ce qui va suivre dans les prochains blocs vous montrera que cette histoire est loin d'être terminée et que son dénouement dépend de ce que chacun d'entre nous décidera de faire à partir de maintenant. Ce qui rend tout cela encore plus préoccupant, c'est le scénario juridique qui se profile dans les semaines à venir. La Cour suprême des États-Unis, qui devrait être l'un des derniers bastions de la stabilité institutionnelle, est saisie d'une série d'affaires qui détermineront, dans la pratique, si le président de la République peut ou non agir en tant qu'autorité incontestable. Sont à l'étude des affaires allant de l'utilisation unilatérale de tarifs internationaux à des décrets qui remettent directement en cause des clauses constitutionnelles fondamentales, telles que le droit à la citoyenneté par naissance. Il ne s'agit pas de débats théoriques. Ce sont des décisions qui vont affecter des millions de vies et définir les limites ou l'absence de limites du pouvoir exécutif aux États-Unis.
Trump a déjà clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention d'accepter les décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts. Il a déjà montré qu'il s'en prendrait à tout juge qui s'opposerait à lui, qu'il mobiliserait sa base contre les institutions et qu'il transformerait le débat juridique en une guerre politique. Et lorsque le chef de l'exécutif remet en question la légitimité de la Cour suprême elle-même, que reste-t-il de l'équilibre des pouvoirs? La réponse la plus sincère et la plus effrayante est très peu. Et le problème s'aggrave encore davantage lorsque l'on considère la composition actuelle de la Cour. 6 des 9 ministres ont été nommés par des présidents républicains, dont 3 par Trump lui-même. Cela signifie que chaque décision est examinée à la loupe. Les analystes, les juristes et les citoyens essayant de déterminer si les votes reflètent des convictions juridiques ou des loyautés politiques. Le président de la Cour suprême, John Roberts, s'efforce de maintenir une image de neutralité institutionnelle. Il sait que la crédibilité de la Cour est en jeu. Il sait que si la Cour apparaît comme une simple extension du parti au pouvoir, elle perdra sa fonction essentielle au sein de la démocratie. Mais maintenir cette neutralité devient une tâche de plus en plus impossible, car les affaires qui arrivent aujourd'hui devant la Cour ne sont pas seulement complexes, elles sont explosives. Ils concernent directement l'avenir de la séparation des pouvoirs. Ils remettent en question le fait de savoir si le pays est encore gouverné par des lois ou uniquement par la volonté du président. Et la vérité est que, quelle que soit la voie choisie par la Cour suprême, les conséquences seront profondes. Si la Cour se prononce en faveur de Trump, élargissant encore ses pouvoirs, cela créera un dangereux précédent qui pourra être utilisé par les futurs présidents, quel que soit leur parti. Si elle se prononce contre Trump, elle risque d'être délégitimée par une partie importante de la population qui considère la Cour comme un ennemi politique. La démocratie, à ce stade, entre dans une zone grise, et lorsque les règles ne sont plus respectées par tous, elles perdent leur force réelle. C'est ce que de nombreux juristes ont appelé la chute constitutionnelle. Il ne s'agit pas d'un coup d'État militaire, ni d'une rupture soudaine. C'est un processus lent dans lequel les institutions continuent d'exister, mais leurs décisions n'ont plus d'autorité pratique, et ce processus est déjà en cours. On le constate dans les discours publics, sur les réseaux sociaux, dans la manière dont les personnalités publiques parlent des juges, des journalistes, des enseignants. Il y a une tentative délibérée de transformer toute voix critique en ennemi de la patrie. Il y a un effort orchestré pour délégitimer toute forme de contrôle institutionnel. Et lorsque cela se produit, il ne reste plus de démocratie. Il ne reste qu'une figure centrale, un leader qui se place au-dessus de tout et de tous, soutenu par une masse qui préfère la force à la loi, la loyauté personnelle au pacte constitutionnel. Et si vous pensez que c'est exagéré, il suffit de regarder l'histoire. Il suffit de voir comment les démocraties sont déjà tombées auparavant. Aucune d'entre elles ne s'est effondrée du jour au lendemain. Toutes ont été rongées de l'intérieur, lentement, jusqu'à ce que les freins cessent de fonctionner et que le pouvoir se concentre entre les mains d'un seul homme. Et c'est exactement là où en sont les États-Unis aujourd'hui. Ce que fait Trump, ce n'est pas seulement rompre avec la tradition. Il enseigne à une nouvelle génération de politiciens qu'il est possible de mépriser les règles et de s'en sortir indemne. Qu'il est possible d'attaquer les juges, de défier la Constitution et d'être quand même acclamé par les foules. Il normalise l'inacceptable, et le silence ou l'omission face à cela est ce qui permet à tout cela de continuer. C'est pourquoi le geste du juge qui s'est levé et a quitté l'événement ne peut être ignoré. C'était un acte puissant. C'était une tentative désespérée de dire au pays que quelque chose de grave est en train de se passer. C'était un avertissement que la limite avait été franchie. Et lorsqu'un juge de la Cour suprême estime qu'il doit se retirer pour ne pas cautionner le non-respect de la Constitution, c'est parce que l'État de droit est réellement menacé. John Roberts, dans sa note officielle, a également tenté de préserver ce qui reste de l'autorité morale de la Cour. Mais cela suffira-t-il? Les attaques de Trump cesseront-elles? Sa base reculera-t-elle? Ou, au contraire,
Cette escalade se poursuivra-t-elle jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun mécanisme de contention? Le scénario le plus redouté par les spécialistes du droit est celui où le président ignore tout simplement les décisions de la Cour. Car, aussi puissante soit-elle sur le papier, la Cour suprême n'a pas de pouvoir d'exécution direct. Elle dépend des agences, des forces fédérales et des organes de l'exécutif pour faire respecter ses décisions. Si le président ordonne à ses agences de ne pas se conformer aux décisions judiciaires, et si ces agences obéissent au président, alors la Cour suprême devient inutile. Cela s'est déjà produit dans l'histoire américaine, même si c'était dans des contextes différents. Lorsqu'un président décide de désobéir à une décision judiciaire et que personne ne l'en empêche, la démocratie entre dans le coma. Et c'est le risque qui pèse actuellement sur les États-Unis. À partir du moment où la Cour suprême commence à être systématiquement ignorée, contestée ou discréditée, la porte s'ouvre à un type de gouvernement qui fonctionne sans limite, sans frein, basé uniquement sur la volonté de celui qui occupe le siège le plus élevé. Ce n'est pas une opinion partisane, ce n'est pas un discours idéologique. C'est un avertissement fondé sur des faits, des précédents et l'analyse d'experts de divers horizons politiques. L'effondrement des démocraties est rarement annoncé en grande pompe. Il commence par la banalisation de l'abus de pouvoir, par la discréditation des institutions, par l'apathie de la société. Et lorsque nous nous en rendons compte, il est déjà trop tard. La Cour suprême, en ce moment, tente de résister. Elle tente de rappeler au pays qu'il existe une constitution, qu'il existe des limites, que personne n'est au-dessus des lois. Mais elle ne peut pas le faire seule. La survie de l'État de droit dépend de la réaction du Congrès, de la presse, de la société civile et surtout de personnes comme vous qui refusent de normaliser l'inacceptable, qui refusent de rester silencieuses, qui choisissent de comprendre, de partager, de dénoncer. Si vous êtes ici, c'est parce que vous sentez que quelque chose ne va pas. Et vous avez raison. Restez avec nous, car dans la prochaine partie, nous allons explorer les différentes voies que cette crise pourrait prendre et ce qu'il est encore possible de faire pour empêcher que cet effondrement institutionnel ne devienne permanent. Préparez-vous, car ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse le cadre d'un simple gouvernement. Il s'agit de l'âme même de la démocratie américaine. À ce stade de la crise, il ne reste que 3 scénarios possibles, dont aucun n'est sans conséquence pour la démocratie américaine. Le premier est le plus improbable. Donald Trump accepte les limites imposées par la Cour suprême et fait marche arrière face aux décisions qui vont à l'encontre de ses intérêts. Il se plie à l'autorité du pouvoir judiciaire, même s'il n'est pas d'accord, et respecte la séparation des pouvoirs telle que la prévoit la Constitution. Ce serait le scénario idéal pour préserver les normes démocratiques. Mais tout, absolument tout dans l'histoire politique de Trump va dans la direction opposée. Il a construit son image publique précisément sur l'idée qu'il ne recule pas, ne cède pas, n'obéit à personne. Et cela le rend particulièrement dangereux lorsqu'il est confronté à des institutions qu'il ne peut contrôler. Le deuxième scénario est encore plus sombre. La Cour suprême rend des décisions contre Trump et celui-ci les ignore tout simplement. C'est là le véritable point de rupture. C'est le moment où le système s'effondre de manière visible. Car la Cour suprême ne dispose pas d'une armée, elle n'a pas de bras armés, elle dépend de la bonne foi des institutions exécutives pour faire respecter ses décisions. Et si ces institutions sont loyales au président et non à la Constitution, le pouvoir judiciaire devient impuissant. Dans ce scénario, le pays entre dans une zone d'instabilité si profonde que les mécanismes traditionnels de correction, comme la destitution, deviennent inefficaces. Surtout si le Congrès est divisé ou dominé par les alliés du président. Le troisième scénario, que de nombreux juristes considèrent comme le plus probable, est encore plus perfide. La Cour suprême, avec sa majorité conservatrice, finit par valider les abus de Trump, légitimant une expansion incontrôlée du pouvoir présidentiel sous le prétexte de l'autorité exécutive. Cela créerait un précédent, car il ne s'agit pas seulement de Trump. Il s'agit de ce que les futurs présidents pourront faire, soutenus par ces décisions.
Si la Cour déclare que le président a un pouvoir illimité sur le commerce international, l'immigration, la sécurité nationale, la politique intérieure et même la citoyenneté, que reste-t-il alors du pouvoir législatif? Que reste-t-il du contrôle judiciaire? Que reste-t-il, en fin de compte, de l'idée que les trois pouvoirs sont égaux et interdépendants? Dans tous les scénarios, une seule vérité prévaut. Nous sommes en territoire inconnu. Ce qui se passe actuellement n'a jamais eu lieu auparavant à cette échelle, et cela exige plus que des analyses froides. Cela exige une conscience historique. Cela exige du courage civique. Cela exige que chaque personne comprenne que le moment exige une prise de position, de la clarté et de la responsabilité. Et ne vous y trompez pas, cette crise ne se résoudra pas d'elle-même. Il n'y a aucune garantie que les institutions résisteront si elles sont attaquées chaque jour sans réponse. Il n'y a aucune certitude que la Constitution continuera d'être respectée si ceux qui ont le devoir de la protéger choisissent de l'ignorer. Et le plus dangereux de tout est peut-être la normalisation. Le moment où tant de scandales, tant d'abus, tant de transgressions sont considérés comme faisant partie de la routine politique. Le moment où l'absurde devient attendu. Le moment où les gens cessent de réagir. Car lorsque cela se produit, l'autoritarisme l'emporte. Non pas par la force, mais par la lassitude, par l'abandon. Et c'est pourquoi cette vidéo ne se termine pas dans le désespoir. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Défendre la vérité, à protéger ce qui peut encore être sauvé. Vous qui regardez jusqu'ici, vous faites partie de cette résistance. Votre indignation compte, votre commentaire compte. Votre décision de partager, de vous informer, de ne pas laisser passer cela compte. Ce sont les petites actions qui font tenir ou tomber les grandes structures. Et s'il y a une chose que l'histoire nous enseigne, c'est que tout effondrement commence lorsque les gens croient qu'ils ne peuvent rien faire. Mais vous pouvez. Vous pouvez prendre position. Vous pouvez vous connecter avec d'autres personnes qui voient également ce qui est en jeu. Vous pouvez renforcer les canaux qui ont le courage de montrer ce qui se passe. Vous pouvez refuser le cynisme et l'indifférence. Vous pouvez rappeler au monde qu'il existe encore des citoyens qui n'accepteront pas de vivre sous un gouvernement au-dessus des lois. Et si cette vidéo vous a touché, si elle a eu un sens pour vous, si elle vous a apporté de la clarté ou de l'inquiétude, alors ne gardez pas cela pour vous. Aimez, commentez, partagez. Non par vanité, mais parce que ce message doit atteindre ceux qui pensent encore que tout va bien, à ceux qui ne l'ont pas encore vu, à ceux qui l'ont vu mais qui ont abandonné, à ceux qui ressentent la même chose que vous, mais qui pensent être seuls. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à continuer, cela nous aide à briser le blocus de la désinformation, cela nous aide à maintenir vivante la flamme de la vérité. Ici, nous n'avons pas de sponsor millionnaire. Ce que nous avons, c'est vous, et cela suffit. Merci d'être resté jusqu'ici. Les prochains chapitres de cette crise restent à écrire. Et croyez-moi, vous en faites partie. Car chaque fois que quelqu'un choisit de ne pas se taire, un morceau de démocratie est sauvé. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, aussi sombre que soit la nuit, la vérité trouve toujours un moyen de naître.